Mes parents ont invité le nouveau petit ami de ma sœur pour Noël, mais m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour ma femme avec qui je suis mariée depuis 8 ans, alors j'ai dit, pas de problème, puis j'ai arrêté de payer leurs taxes foncières, et il s'avère que le trésor public se fiche éperdument des drames familiaux. Salut tout le monde, mes parents ont exclu ma femme de Noël pour faire de la place au petit ami du moment de ma sœur, alors j'ai arrêté de payer les impôts sur leur maison et ce qui a suivi a été un désastre absolu, voici toute l'histoire. J'ai 34 ans, je suis un homme, ingénieur en génie civil et je conçois des systèmes de traitement des eaux pour des municipalités aux 4 coins de la France. Ce n'est pas un travail glamour mais c'est un revenu stable et une véritable sécurité de l'emploi. La plupart de mes journées consistent à examiner des plans, à calculer des débits et à m'assurer que les petites villes ont de l'eau potable, le genre de travail auquel personne ne pense jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Ma femme, Chloé, 32 ans, est infirmière en pédiatrie, elle fait des gardes de 12 heures et rentre épuisée mais ne se plaint jamais, nous sommes mariés depuis 8 ans et ensemble depuis 11 ans. C'est le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, prépare des gâteaux pour les nouveaux voisins et fait du bénévolat à la SPA pendant ses jours de congé. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle est venue rencontrer mes parents avec une tarte maison et a posé des questions attentionnées sur leur vie. Ma mère m'a dit plus tard que Chloé était gentille, mais sur ce ton qui suggérait que gentille voulait dire ennuyeuse. Chloé a grandi dans une famille ouvrière dans le Pas-de-Calais, son père était chauffeur routier avant de décéder d'une crise cardiaque quand elle avait 25 ans et sa mère travaille toujours comme chef de rayon dans un hypermarché. Elle fait des semaines de 50 heures à 62 ans parce que la retraite n'est pas vraiment une option avec ses revenus. Chloé envoie de l'argent à sa mère tous les mois, ne s'en plaint jamais, elle aide simplement discrètement parce que c'est ce que fait la famille dans son monde. Dès le premier jour, Chloé a fait des efforts avec ma famille, elle appelait ma mère juste pour discuter, envoyait des colis avec les friandises préférées de mon père, se souvenait de demander des nouvelles des drames au travail d'Élodie. Elle a conduit 6 heures aller-retour pour les funérailles de ma grand-mère même si elle ne l'avait rencontrée que 2 fois, elle a assisté à d'innombrables dîners de famille où la conversation tournait entièrement autour de la vie d'Élodie alors que les réussites professionnelles de Chloé n'étaient jamais mentionnées, elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé de reconnaissance, elle a juste continué à être présente et gentille. Ma sœur cadette, Élodie, 29 ans, est fondamentalement l'opposé. Elle travaille dans la vente chez un concessionnaire automobile de luxe, change de petite amie comme on change de garde-robe saisonnière et traite les relations comme des essais de voiture. Il n'y a rien de mal à être célibataire et à sortir avec des gens, mais elle agit comme si chaque nouveau gars était son âme sœur jusqu'à ce que le suivant arrive 3 mois plus tard. Le schéma des relations d'Élodie était prévisible, elle rencontrait quelqu'un, décidait en une semaine qu'il était le bon, le présentait à la famille en grande pompe et mes parents commençaient immédiatement à planifier le mariage. 3 mois plus tard elle découvrait un défaut fatal, il ne gagnait pas assez d'argent, il n'était pas assez ambitieux, il voulait des enfants trop tôt ou pas du tout, et la relation implosait. Puis venaient les dîners de famille en larmes où nous devions tous la réconforter et valider qu'elle avait fait le bon choix en quittant un autre gars parfaitement correct. Mes parents ont pris leur retraite dans un petit village de Dordogne il y a environ 5 ans, papa a travaillé à la poste pendant 30 ans et maman était secrétaire dans une école primaire, ils ont acheté cette jolie maison de 3 chambres sur un grand terrain avec leurs économies de retraite. Le problème est que la taxe foncière dans leur commune est plus élevée qu'ils ne l'avaient prévu et leur pension ne va pas aussi loin qu'ils le pensaient. C'est là que j'interviens, ou intervenais je devrais dire, il y a 3 ans papa m'a appelé l'air stressé, ils étaient en retard sur la taxe foncière, environ 8 000 € d'arriérés, le trésor public avait envoyé des avertissements et ils risquaient des pénalités et une possible saisie, ils ne voulaient pas demander mais est-ce que je pouvais les dépanner juste cette fois jusqu'à ce qu'ils règlent leurs finances. La façon dont il l'a présenté donnait l'impression que c'était temporaire, comme s'ils avaient rencontré un obstacle inattendu mais qu'ils rebondiraient rapidement. Il a expliqué qu'ils avaient sous-estimé les impôts locaux quand ils ont acheté la maison, avaient eu des dépenses imprévues avec le déménagement et avaient juste besoin d'aide pour se mettre à jour cette fois-ci, après ça ils auraient la situation en main. J'en ai discuté avec Chloé, elle n'a pas hésité, ce sont tes parents, si on peut t'aider on doit t'aider. Alors j'ai payé 8 000 € de nos économies que nous constituions pour un apport sur une maison plus grande, nous nous sommes dit que la famille passait avant tout et qu'ils apprécieraient le geste. Chloé mettait de l'argent de côté sur chaque salaire, rêvant d'une maison avec un vrai jardin et peut-être une chambre d'amis pour quand sa mère viendrait, nous regardions les annonces en imaginant dans quel quartier nous voulions nous installer. Ces 8 000 € nous ont retardé d'environ 1 an sur notre projet mais nous nous sommes dit que ça valait le coup pour aider la famille.
Sauf que ce n'était pas juste une fois, 6 mois plus tard papa a rappelé, ils avaient pris du retard à nouveau, environ 4 000 € cette fois, une histoire différente cependant, des frais médicaux imprévus suite à l'opération du genou de maman, l'opération était nécessaire, la Sécu et la mutuelle avaient couvert la majeure partie mais les dépassements d'honoraires et la rééducation s'additionnaient, j'ai payé. Puis c'est devenu une habitude, chaque année comme une horloge je recevais l'appel pour la taxe foncière, le montant variait, parfois 3 000, parfois 6 000, mais c'était toujours la même histoire, revenus fixes, dépenses imprévues, juste besoin d'un peu d'aide. À chaque fois papa avait l'air stressé et s'excusait, à chaque fois il promettait que c'était absolument la dernière fois, à chaque fois je faisais le virement et je regardais notre fonds pour la maison diminuer. Les excuses ont évolué avec le temps, la première année c'était le déménagement et l'ajustement, la deuxième année l'opération du genou de maman et des réparations, la troisième année leur voiture est tombée en panne et a dû être remplacée, en plus la taxe foncière avait augmenté, toujours quelque chose d'urgent, toujours quelque chose qui ne pouvait pas attendre, toujours quelque chose que moi seul pouvais résoudre. Sur 3 ans j'ai payé environ 42 000 € de taxes foncières pour une maison que je ne possède pas et dont je n'hériterai jamais. Chloé ne s'est jamais plainte une seule fois même si cela signifiait que nous louions toujours notre petit étroit au lieu d'acheter notre propre logement. Notre propriétaire continuait d'augmenter le loyer et nous restions parce que nous ne pouvions pas économiser assez pour un apport alors que nous financions la retraite de mes parents. Voici ce qui me dérangeait vraiment cependant, ils n'ont jamais dit merci, pas vraiment, c'était toujours juste, on apprécie que tu nous aides, suivi immédiatement d'un commentaire sur le fait qu'on ne comprenait probablement pas le stress financier vu qu'on n'avait pas d'enfants et que nos dépenses étaient bien moindres, le manque de gratitude me rongeait plus que l'argent lui-même. Quand vous donnez 8 000 € à quelqu'un, vous attendez au moins une certaine reconnaissance du sacrifice impliqué, au lieu de cela mes parents traitaient ça comme si je remplissais juste une obligation familiale de base, comme venir pour la Toussaint ou envoyer une carte d'anniversaire. Je me souviens d'une conversation où j'ai mentionné à ma mère que les paiements de la taxe foncière affectaient notre capacité à économiser pour une maison, elle a vraiment dit, eh bien vous êtes jeune, vous avez tout le temps d'acheter une maison, nous sommes à la retraite avec des revenus fixes et nous n'avons pas ce luxe, comme si mes objectifs financiers étaient moins valables parce que j'étais plus jeune, peu importe que Chloé et moi travaillions à temps plein et essayons de construire notre propre avenir. Pendant ce temps ma sœur Élodie vivait sa meilleure vie, postant des photos de vacances à Mykonos, Saint-Tropez et Marrakech, nouvelle voiture tous les 2 ans, vêtements de marque, son Instagram était une vitrine de restaurants chers, d'hôtels de luxe et de virées shopping, mais bizarrement on ne lui a jamais demandé de participer pour la taxe foncière de papa et maman. Je voyais ses posts depuis un bar sur un toit à Miami, verre à la main, lunettes de créateur, légende sur le fait de vivre sa meilleure vie, et ensuite je recevais un appel de papa demandant si je pouvais aider avec les impôts à nouveau. La juxtaposition était exaspérante. Quand j'ai mentionné ça une fois, papa s'est mis sur la défensive, ta sœur a ses propres obligations financières, elle construit sa carrière, ah oui construire sa carrière une bouteille de champagne à la fois, il a expliqué qu'Élodie devait maintenir une certaine image pour son travail de commercial, que divertir les clients et avoir l'air de réussir faisait partie de son développement professionnel, pendant ce temps mon véritable développement professionnel et ma stabilité financière ne semblaient pas entrer dans leurs calculs. J'ai aussi souligné qu'Élodie gagnait bien sa vie à la concession, salaire de base plus commission sur les ventes de voitures de luxe, elle n'était pas en difficulté, elle choisissait de dépenser son argent pour son train de vie au lieu d'aider la famille, mais cette observation n'a jamais fait mouche. Mes parents avaient une réserve inépuisable d'excuses pour expliquer pourquoi Élodie ne pouvait pas contribuer mais moi si. La situation de Noël a commencé à se préparer début novembre, maman a appelé pour les projets de vacances, a demandé si Chloé et moi venions, bien sûr que nous venions chaque année, nous avions déjà posé nos congés, réservé un gîte à proximité car leur chambre d'amis était petite et Chloé avait déjà commencé à acheter les cadeaux, merveilleux, a dit maman, ce sera bien d'avoir tout le monde ensemble. 2 semaines plus tard, Élodie a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, il s'appelait Maxime, d'après ses publications Facebook il travaillait dans la finance, conduisait une voiture de sport ridicule et possédait plusieurs costumes de marque, le type classique d'Élodie, beau sur les photos, avait probablement la personnalité d'un parc-mètre. Elle le connaissait depuis exactement 11 jours quand elle a annoncé sur le groupe WhatsApp de la famille qu'elle amenait Maxime pour Noël, maman a immédiatement répondu, c'est merveilleux ma chérie, on a hâte de le rencontrer, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention.
Leur maison n'était pas immense mais elle pouvait accueillir quelques personnes supplémentaires pour un dîner de fête, on s'était débrouillé avant quand la famille élargie venait. Puis j'ai reçu le coup de fil qui a tout changé, maman m'a appelé au travail ce qui était inhabituel, elle avait ce ton d'excuse bizarre qui m'a immédiatement mis en alerte, d'habitude quand elle appelait pendant les heures de bureau c'était pour quelque chose d'urgent, quelqu'un à l'hôpital, un décès dans la famille, ce genre de choses, mais ce ton était différent, c'était la voix qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle allait demander quelque chose de déraisonnable. Alors, à propos de Noël, a-t-elle commencé, on a réfléchi à la situation de l'espace. Quelle situation d'espace? Eh bien avec Élodie qui amène Maxime et ton oncle et ta tante qui viennent, la maison va être assez pleine, on s'inquiète du surpeuplement. Je ne comprenais toujours pas, leur maison avait accueilli de plus grands rassemblements avant, juste à Pâques dernier ils avaient eu 12 personnes à dîner et tout le monde tenait, bien sûr c'était intime mais personne ne s'en souciait, c'est ce que les réunions de famille sont censées être, tout le monde serré ensemble pour que ça marche. D'accord, alors on se serra. On l'a déjà fait, longue pause, le genre de pause qui vous dit que l'autre personne essaie de trouver comment dire quelque chose qu'elle sait qui passera mal. En fait mon chéri, on pensait que peut-être cette année toi et Chloé pourriez passer votre tour, juste cette fois. Laissez Élodie avoir son moment avec Maxime, tu comprends? Mon cerveau a eu besoin de quelques secondes pour traiter ce que je venais d'entendre, les mots avaient du sens individuellement mais ensemble ils formaient une phrase qui semblait impossible, tu nous désinvites de Noël. Pas des invités, juste suggérer que peut-être vous deux pourriez célébrer de votre côté cette année, vous êtes mariés, vous avez vos propres traditions maintenant, Élodie veut vraiment qu'on rencontre Maxime et avec l'espace limité. Maman, ta maison a 3 chambres et un sous-sol aménagé, comment il n'y a pas assez de place, une autre pause, eh bien Maxime est très particulier sur l'hébergement, Élodie a mentionné qu'il n'est pas à l'aise quand c'est trop exigu, et tu sais que ton oncle et ta tante ont besoin de la chambre d'amis principale à cause des problèmes de dos de ton oncle. L'excuse était mince comme du papier et insultante, Maxime qui sortait avec ma sœur depuis 2 semaines avait besoin d'un hébergement confortable, mais Chloé qui faisait partie de cette famille depuis 8 ans pouvait juste rester chez elle. La chambre d'amis où Chloé et moi avions séjourné les 7 derniers Noëls était soudainement indisponible parce qu'un étranger pourrait être mal à l'aise. Donc laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement, tu me demandes à moi et à ma femme de sauter Noël pour que le petit ami d'Élodie depuis 2 semaines puisse être à l'aise, ne sois pas dramatique, c'est juste un Noël, vous en aurez plein d'autres, on vient chaque année, on n'en a jamais manqué un. La famille de Chloé est dans le nord donc elle ne les voit pas pendant les fêtes, votre Noël est fondamentalement son seul Noël en famille, et bien peut-être que cette année elle pourrait visiter sa propre famille alors, ce serait parfait. La façon décontractée dont elle a rejeté Chloé comme si elle était un accessoire interchangeable a fait grimper ma tension artérielle, et toutes les années où nous sommes venus? Est-ce que ça ne compte pas? Bien sûr que ça compte, mais Élodie a spécifiquement demandé si Maxime pouvait venir et nous voulons soutenir sa relation, tu sais à quel point ça a été dur pour elle de trouver quelqu'un de stable. Maxime était là depuis 14 jours, Chloé était là depuis plus d'une décennie mais apparemment 2 semaines avec le bon nom de famille et une voiture de sport pesait plus lourd que 8 ans de mariage et d'intégration familiale. Est-ce qu'Élodie sait même que tu nous désinvites, ai-je demandé, nous en avons discuté en famille, tout le monde était d'accord que c'était la meilleure solution pour le problème d'espace, tout le monde sauf Chloé et moi apparemment, mais nous n'avions pas voix au chapitre. J'aurais dû argumenter davantage, j'aurais dû souligner l'absurdité, le manque de respect, la pure folie d'exclure une belle fille pour accommoder un étranger, mais j'étais au travail, j'avais une réunion dans 10 minutes et j'avais besoin de temps pour traiter ce qui se passait. D'accord, ai-je dit, pas de problème, maman a semblé soulagée, oh merveilleux, je savais que tu comprendrais, tu es toujours si raisonnable avec ces choses-là, vous allez nous manquer mais on se rattrapera. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon bureau en regardant le vide, mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé. Comment se passe ta journée? Je n'ai pas répondu, je ne savais pas comment expliquer ce qui venait de se passer. Ce soir-là je lui ai dit, elle l'a mieux pris que je ne l'espérais ce qui a quelque peu aggravé la chose, c'est bon, a-t-elle dit doucement, on peut faire notre propre truc, créer nos propres traditions, ce n'est pas bon, tu n'as été que gentille avec eux pendant 8 ans, tu te souviens de leurs anniversaires, tu leur envoies des colis, tu appelles pour prendre des nouvelles et ils te désinvitent juste pour un mec au hasard, je sais mais c'est leur maison, leurs vacances, on ne peut pas les forcer à m'inclure, ils ne devraient pas avoir besoin d'être forcés, tu es de la famille, elle a souri tristement, apparemment pas autant de la famille que Maxime.
Cette nuit-là je suis restée éveillée à penser à tout, les 42 000 € que j'avais payés en taxes foncières, les innombrables fois où Chloé s'était pliée en quatre pour être la belle-fille parfaite, les années de visite de Noël, les cartes d'anniversaire, les appels, tout ça valait apparemment moins que 2 semaines avec un type qui conduisait une Porsche. Le lendemain matin je me suis connectée à mon compte bancaire et j'ai regardé le paiement programmé que j'avais mis en place pour la taxe foncière de mes parents, la prochaine échéance ou plutôt l'argent que je leur virais pour qu'ils paient était dû en janvier, 6 000 € pour couvrir le retard accumulé, je l'ai annulé. Puis j'ai appelé le centre des impôts pour m'assurer que mon nom n'était lié à aucun prélèvement automatique, à partir de maintenant si mes parents voulaient que leurs impôts soient payés ils pouvaient se débrouiller eux-mêmes. Chloé a remarqué que j'étais sur l'ordinateur plus longtemps que d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Je gère juste des trucs financiers, je ne lui ai pas encore dit, je ne voulais pas qu'elle essaie de me dissuader ou qu'elle se sente coupable, ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de mes parents qui allaient enfin subir les conséquences réelles de traiter les gens comme des accessoires jetables dans la vie d'Élodie. Décembre a avancé, j'ai envoyé un message poli au groupe familial. Chloé et moi avons décidé de commencer nos propres traditions de Noël cette année, j'espère que tout le monde passera de bonnes fêtes, maman a répondu immédiatement, c'est l'esprit. Tellement mature de votre part, Élodie a envoyé un emoji pouce en l'air, papa n'a pas répondu du tout. Chloé et moi avons passé le matin de Noël à ouvrir des cadeaux dans notre appartement, puis nous avons fait du bénévolat dans une soupe populaire pendant quelques heures, nous sommes rentrés, avons préparé le dîner ensemble, regardé des films, c'était en fait agréable, calme, pas de banalité forcée avec des parents que je connaissais à peine, pas besoin de faire semblant de s'intéresser au dernier drame de la vie d'Élodie. Mais j'étais en colère, le genre de colère profonde et bouillonnante qui ne disparaît pas juste parce que vous regardez des films de Noël. Vers 21 h mon téléphone a commencé à exploser, des photos de la maison de mes parents, Élodie et Maxime devant le sapin de Noël, Maxime ouvrant des cadeaux, papa découpant une dinde, toute la famille réunie autour de la table avec une place vide là où Chloé et moi aurions dû être. Maman a envoyé un message au groupe, vous nous manquez ce soir mais Maxime est merveilleux, un tel gentleman. Maxime avait tenu exactement 19 jours avec ma sœur, 3 semaines, c'est le temps qu'il lui a fallu pour être élevé au-dessus de ma femme dans la hiérarchie familiale, j'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Janvier est arrivé, la facture de la taxe foncière était due, je ne l'ai pas payée. Mon téléphone a sonné 6 fois cette première semaine, je n'ai pas répondu. Finalement papa a laissé un message vocal, et juste pour vérifier, le paiement des impôts n'est pas passé comme d'habitude, je ne suis pas sûre s'il y a un problème avec la banque ou quelque chose, appelle-moi quand tu as une chance, je n'ai pas rappelé. 2 semaines plus tard un autre message vocal, le Trésor public nous a envoyé un avis disant qu'on est en retard sur la taxe foncière, je pensais que tu gérais ça, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le virement? On va se prendre des pénalités là, je n'ai toujours pas rappelé. 3e semaine, papa a finalement compris, le message vocal était différent cette fois, en colère plutôt que confus, je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues mais ce n'est pas drôle, on avait un accord, tu ne peux pas juste arrêter de payer sans nous le dire, rappelle-moi immédiatement. Je lui ai envoyé un texto, pas d'accord, je vous dépannais, maintenant je ne le fais plus, il a rappelé dans les 30 secondes, j'ai laissé sonner. Les textos ont commencé à arriver, on doit parler de ça comme des adultes, ta mère est très contrariée, c'est complètement irresponsable, au moins préviens-nous avant d'abandonner tes engagements, ce dernier m'a fait rire, abandonner mes engagements, c'est riche venant de gens qui nous avaient désinvités de Noël. Février a apporté des messages plus urgents, l'administration avait ajouté des majorations de retard et maintenant il devait plus de 7 000 €, il paniquait, le Trésor public ne plaisante pas avec les impôts impayés, chaque mois qui passait ajoutait plus de pénalités et d'intérêts. Ce qui avait commencé comme une facture de 6 000 € avait gonflé à plus de 7 000 en seulement 2 mois et ça continuerait de grossir jusqu'à ce qu'il paie ou jusqu'à ce que l'État saisisse. L'administration fiscale prend le recouvrement au sérieux, ils ont un processus spécifique qu'ils suivent précisément, d'abord le rappel amical, puis la mise en demeure, puis les pénalités s'accumulent, puis l'hypothèque légale est inscrite, puis vient l'avis de vente aux enchères, chaque étape documentée, chaque échéance claire, pas d'exception pour les histoires tristes de drames familiaux ou de faibles revenus. Mes parents n'étaient pas habitués à traiter avec des agences gouvernementales qui se fichaient de leurs explications, ils étaient habitués à moi, quelqu'un qu'ils pouvaient culpabiliser, manipuler ou simplement avoir à l'usure jusqu'à ce que je cède, le Trésor public n'était pas intéressé par tout ça.
Maman a appelé du téléphone de papa, pensant probablement que je ne reconnaîtrais pas le numéro. J'ai répondu, enfin, a-t-elle dit, on essaie de te joindre depuis des semaines, je sais, qu'est-ce qui se passe avec la taxe foncière? Le fisc menace de saisir, on dirait que vous devriez payer alors, long silence, quoi, vos impôts fonciers, vous devriez probablement les payer avant que l'État ne mette une hypothèque sur votre maison, mais c'est toi qui les paies toujours, je les payais, temps passé, plus maintenant, tu ne peux pas juste arrêter, on compte sur toi. Cette phrase, on compte sur toi, a cristallisé tout ce qui n'allait pas dans notre relation, ils n'étaient pas reconnaissants de mon aide, ils en étaient venus à l'attendre, à compter dessus, à construire tout leur plan financier autour de l'hypothèse que je les renflouerais toujours. Ils n'avaient même jamais envisagé ce qui se passerait si j'arrêtais parce que la possibilité que je pose une limite ne leur avait jamais traversé l'esprit. Genre vous comptiez sur nous pour être à Noël? Oh attendez non, vous nous avez désinvités pour le copain d'Élodie, plus de silence, puis, c'est de ça qu'il s'agit? Tu nous punis pour un simple problème d'espace hein? Le problème d'espace où il n'y avait pas de place pour ma femme de 8 ans mais plein de place pour un type qu'Élodie connaissait depuis 2 semaines, Maxime est un jeune homme charmant, elle a dit ça comme si ça comptait, comme si les qualités personnelles de Maxime avaient une quelconque pertinence dans la situation, il aurait pu être la personne la plus charmante, réussie et merveilleuse sur Terre et ça ne justifierait toujours pas d'exclure Chloé. Je me fous qu'il soit le pape, c'est un étranger, Chloé est de la famille, ou elle est censée l'être. Elle est de la famille mais parfois on doit faire des choix difficiles sur l'hébergement, on ne pensait pas que tu serais si sensible à ce sujet, sensible? Compris, eh bien me voici insensible, payez votre propre taxe foncière à partir de maintenant, j'ai fini de subventionner votre retraite. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Chloé a entendu la conversation, elle était dans la cuisine faisant semblant de ne pas écouter mais notre appartement est petit, tu as arrêté de payer leurs impôts à cause de Noël, a-t-elle demandé doucement, j'ai arrêté de payer leurs impôts parce qu'ils t'ont traité comme de la merde, Noël était juste le moment où c'est devenu impossible à ignorer, tu n'avais pas à faire ça pour moi, je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour nous et parce que j'en ai marre d'être leur fond. D'urgence pendant qu'ils me traitent comme un inconvénient, elle n'a pas discuté, elle est juste venue et m'a pris dans ses bras. Mars est arrivé avec des messages de plus en plus désespérés, la dette fiscale dépassait maintenant les 8 000 € avec pénalité et intérêts, l'administration avait officiellement inscrit une hypothèque sur la propriété, mes parents se noyaient sous les lettres et les avis. Élodie s'en est enfin mêlée, m'envoyant ce long texto sur la loyauté familiale et comment j'étais cruelle pour un malentendu. Quand j'ai demandé si elle serait prête à aider avec la taxe foncière, elle a dit que ses finances étaient vraiment serrées en ce moment, ben voyons, trop serré pour aider nos parents mais assez large pour ce week-end à Deauville qu'elle venait de poster. Je lui ai envoyé les reçus, chaque paiement que j'avais fait sur 3 ans, 42 000 € au total, voilà ce que j'ai contribué aux impôts de papa et maman pendant que tu payais les mensualités d'un véhicule de luxe, de rien, elle n'a pas répondu. Avril a apporté l'option nucléaire, une lettre de l'huissier concernant une potentielle vente forcée, si les impôts en retard n'étaient pas payés dans les 90 jours la propriété irait aux enchères. Papa a appelé d'un numéro différent, il a probablement emprunté le téléphone de quelqu'un, j'ai répondu par curiosité, est-ce que tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison, a-t-il demandé, pas de bonjour, pas de politesse, je ne fais rien, l'administration gère ça selon les procédures standards, tu sais ce que je veux dire, tu as l'argent, tu paies ces impôts depuis des années, pourquoi arrêter maintenant, parce que j'ai enfin réalisé que je finançais une retraite pour des gens qui ne nous valorisent pas vraiment moi ou ma femme, ce n'est pas vrai on vous aime, drôle de façon de le montrer, nous désinviter de Noël, ne jamais dire merci pour les 42 000 balles que j'ai payées, traiter Chloé comme si elle était optionnelle tout en déroulant le tapis rouge pour le petit ami temporaire d'Élodie. Maxime est son petit ami, qu'est-ce qu'on était censé faire, ne pas l'inviter? Vous étiez censé ne pas nous désinviter, il y avait plein de places, vous avez choisi de nous exclure, maintenant je choisis de m'exclure de vos problèmes financiers, c'est du chantage, non ce sont des conséquences, vous vouliez que je comprenne que Chloé et moi sommes moins prioritaires qu'un étranger, message reçu, maintenant vous allez comprendre que votre crise financière est moins prioritaire que le bien-être émotionnel de ma femme, le trésor public se fiche des drames familiaux, ils vont juste prendre notre maison. Je sais, c'est un peu le but, ils ne se soucient pas des drames, ils se soucient des impôts tout comme je ne me soucie plus de vos excuses, je me soucie de ma femme. Il m'a raccroché au nez.
Mais est venue avec plus d'appels frénétiques que j'ai ignorés. Ma tante m'a appelé pour me faire la morale sur la maltraitance des aînés et la responsabilité familiale. Je lui ai rappelé qu'elle et mon oncle avaient pris la chambre d'amis forçant mes parents à inventer une crise d'espace. Elle a raccroché aussi. Ce qui est drôle quand on tient bon, c'est la rapidité avec laquelle les gens décident que vous êtes le méchant et non les gens qui ont créé le problème. Juin est arrivé avec le point de non-retour. La vente aux enchères était prévue pour le 15 juillet, si mes parents ne trouvaient pas 10 000 € d'ici là, leur maison serait vendue. Les ventes sur saisie suivent un processus spécifique, la liste des propriétés est publiée, les investisseurs immobiliers surveillent ces listes cherchant des opportunités d'acheter des biens pour une bouchée de pain. Des maisons où des familles ont vécu pendant des années peuvent être raflées par des inconnus qui ne les voient que comme des opportunités d'investissement. La maison de mes parents serait sur cette liste, leur adresse, leur nom, le montant dû, tout publié pour que n'importe qui puisse voir, leurs voisins sauraient, leurs amis sauraient, tout le petit village saurait qu'ils avaient laissé leurs impôts impayés au point où l'État prenait des mesures. La honte de cela dérangeait probablement mes parents presque autant que la crise financière. Ils avaient passé toute leur retraite à construire cette image de stabilité bourgeoise confortable. Maintenant tout le monde verrait la vérité. Ils étaient fauchés et comptaient sur leur fils pour subventionner leur train de vie. Mes parents ont vendu les bijoux de maman, emprunté de l'argent à des amis. Papa a pris un petit boulot à temps partiel dans un magasin de bricolage. Élodie a finalement contribué à hauteur de 1 000 €. Ce qu'elle s'est assurée d'annoncer publiquement pour que tout le monde sache quelle bonne fille elle était. Le post Facebook qu'Élodie a fait sur sa contribution était du classique une longue légende sur l'importance de la famille, comment nous devons tous nous soutenir dans les moments difficiles et comment elle était bénie de pouvoir aider mes parents dans le besoin. Elle a fait croire qu'elle était l'héroïne de l'histoire, pas quelqu'un contribuant une fraction de ce que j'avais déjà payé au fil des ans. Les commentaires étaient pleins de gens louant sa générosité et la qualifiant de fille incroyable. Personne ne connaissait toute l'histoire. Ils ont réuni 8 000 €, il manquait encore 2 000. Le 10 juillet, 5 jours avant la vente, maman a appelé d'un autre numéro encore, j'ai répondu parce que Chloé était assise à côté de moi. S'il te plaît, a dit maman, elle pleurait, je t'en supplie, il nous manque 2 000 €, on va tout perdre, notre maison, notre retraite, tout ce pourquoi on a travaillé. Vous auriez dû penser à ça avant Noël, c'est fou. Tu vas nous laisser devenir SDF pour un dîner de Noël, pas pour un dîner, pour 30 ans à faire passer Élodie en premier, à traiter Chloé comme si elle était jetable et à me prendre pour acquis. Le truc de Noël était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On s'est excusé, qu'est-ce que tu veux de plus, ah bon? Parce que je ne me souviens pas avoir reçu d'excuses, je me souviens avoir reçu des justifications et des leçons sur le fait que je suis déraisonnable. Silence, elle était coincée et le savait. Je suis désolée, a-t-elle finalement dit. On aurait dû inclure Chloé, c'était mal, continue, on t'a pris pour acquis, on a pris ton aide pour acquise, on aurait dû être plus reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Et on a priorisé Élodie sur toi, on t'a fait te sentir moins important, ce n'était pas bien, tu chauffes, et pour Chloé spécifiquement, longue pause, on a maltraité Chloé, on l'a exclue alors qu'elle n'avait été que gentille avec nous, on lui a fait sentir qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Voilà, c'était si dur que ça? Alors tu vas nous aider à payer les derniers 2 000, non, quoi? Mais je me suis excusée, tu t'es excusée parce que tu es sur le point de perdre ta maison, pas parce que tu te sens réellement mal, ce n'est pas la même chose, on se sent mal, qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux que vous subissiez les conséquences de vos choix, je veux que vous compreniez que les actions ont des résultats, je veux que vous sachiez ce que ça fait quand la famille vous traite comme si vous étiez sacrifiable, c'est cruel peut-être mais c'est aussi juste. J'ai raccroché. Chloé est restée silencieuse 1 minute puis elle a demandé, tu vas vraiment les laisser perdre leur maison? Oui, c'est beaucoup, ça l'est, mais 3 ans à 42 000 € et 8 ans à te faire traiter comme un membre de la famille de seconde zone aussi. Elle y a réfléchi, et si on payait la moitié, 1 000 €? Assez pour aider mais pas assez pour les renflouer complètement. Je l'ai regardé, cette femme qui avait été exclue de Noël suggérait qu'on lance une bouée de sauvetage à mes parents. Pourquoi on ferait ça? Parce que je ne veux pas vraiment qu'ils soient à la rue, je veux qu'ils apprennent leur leçon, mais être SDF ça semble extrême, de plus ils doivent se démener pour le dernier millier, ils sentiront quand même la pression. Elle marquait un point, le but n'était pas de les détruire, c'était de leur faire comprendre les conséquences. Tu es sûr, je suis sûr, 1 000 €, offre finale, il couvre le reste. 14 juillet, j'ai envoyé un texto au groupe familial,
Chloé et moi contribuerons 1 000 € pour la taxe foncière, vous êtes responsable des 1 000 restants, le paiement doit être reçu par le Trésor public demain à 16 h où l'offre expire. Maman a appelé immédiatement, merci beaucoup, mais on n'a pas les autres 1 000 €, on a épuisé toutes les options, alors je suppose que vous feriez mieux de trouver quelque chose, vous avez 24 heures, où sommes-nous censés trouver 1 000 € en un jour ? Au même endroit où vous avez trouvé les 8 000 que vous avez déjà réunis, soyez créatifs, s'il te plaît tu ne peux pas juste couvrir le tout ? Pour le bon vieux temps, quand vous utilisiez 42 000 de mon argent et désinvitiez ma femme de Noël ? Ce bon vieux temps-là, elle s'est tue, 24 heures, ai-je répété, débrouillez-vous. J'ai raccroché et j'ai transféré 1 000 € directement au comptable public avec une note indiquant que c'était un paiement partiel pour les impôts de mes parents. Les 24 heures suivantes ont été le chaos d'après ma tante qui m'a raconté plus tard, mes parents ont appelé tous ceux qu'ils connaissaient pour mendier de l'argent, ont essayé d'obtenir un crédit conso mais leur dossier était terrible. Papa a travaillé un double tour au magasin de bricolage et a gagné 80 €, Élodie dans un rare moment d'aide réelle a jeté un autre 500 € dans la cause, il leur manquait toujours 400 €. À 14 h le 15 juillet, 3 heures avant la date limite, mes parents se démenaient encore, ils avaient vendu les clubs de golf de papa, le vélo d'appartement rarement utilisé de maman et quelques meubles sur le bon coin. Ils se sont présentés au bureau des impôts à 15h47 avec 10 000 € en un mélange d'espèces et de chèques de banque provenant de 6 sources différentes, l'agent a à peine eu le temps de traiter ça avant la fermeture de 16 h, leur maison était sauvée, de justesse. Ce soir-là j'ai reçu un texto de papa, on a réussi, pas merci à toi, j'ai répondu, de rien pour les 1 000 € et les 42 000 d'avant et pour la leçon sur les conséquences, il n'a pas répondu. Tout a apporté une guerre froide dans ma famille, personne ne me parlait sauf quelques cousins qui admettaient en privé que j'avais raison, mes parents nous parlaient à Chloé et moi mais à peine. Élodie a posté un statut vague sur les membres toxiques de la famille qui utilisent l'argent pour manipuler les gens, l'ironie était parfaite. Septembre est arrivé avec l'anniversaire de mon père, d'habitude on visitait, on apportait des cadeaux, on en faisait tout un plat, cette année rien, j'ai envoyé une carte, juste une carte, pas d'argent pas de cadeaux, elle disait, j'espère que tu passes un bon anniversaire, content que tu aies encore une maison pour le fêter, passif-agressif absolument, mais cathartique. Octobre a apporté la vraie surprise, Maxime et Élodie ont rompu, quel choc, il s'avère qu'il était en fait fiancé à quelqu'un d'autre et utilisait Élodie comme passade, le job dans la finance s'était travaillé au guichet d'une location de voiture, la Porsche était en leasing et en retard de paiement. Élodie a posté une longue diatribe sur les hommes qui mentent dans les relations qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, les commentaires étaient favorables, tout le monde lui disant qu'elle méritait mieux, j'ai résisté à l'envie de commenter, vous vous souvenez quand papa et maman m'ont désinvité de Noël pour impressionner ce type ? Chloé m'a rappelé que ce serait cruel, elle avait raison, ça ne m'a pas empêché de le penser. Novembre est arrivé avec un développement inattendu, maman a appelé de son vrai numéro de téléphone, je veux parler, a-t-elle dit, vraiment parler, pas discuter, pas trouver d'excuses, juste écouter et parler, d'accord. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre chez nous et chez eux, juste nous deux, elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, plus de cheveux gris, plus de rides autour des yeux, le stress fait ça. J'ai réfléchi à tout, a-t-elle commencé, pas seulement la taxe foncière mais tout, comment on t'a traité, comment on a traité Chloé, le truc de Noël surtout, je n'ai pas interrompu, je l'ai laissé parler, ton père et moi on s'est laissé emporter par les drames d'Élodie, c'est notre bébé et elle a eu tellement de mal avec les relations, chaque fois qu'elle ramène quelqu'un de nouveau on s'excite en pensant que peut-être cette fois sera différente, que peut-être elle trouvera enfin quelqu'un de bien, donc vous nous avez exclus pour soutenir sa relation, on pensait que ça l'aiderait à se sentir soutenu, Maxime semblait si bien sur le papier, bon travail, bien habillé, poli, on voulait montrer à Élodie qu'on approuvait en désapprouvant Chloé, elle a grimacé, ce n'était pas contre Chloé, on aime Chloé, vos actions ont dit le contraire, elle a hoché la tête lentement, tu as raison. On a agi comme si Chloé était optionnelle, comme si elle pouvait juste être désinvitée et que ça n'aurait pas d'importance parce qu'elle est déjà en sécurité dans la famille, mais ce n'est pas comme ça que ça marche n'est-ce pas ? Non, et vous m'avez pris pour acquis aussi, j'ai payé votre taxe foncière pendant 3 ans et vous avez traité ça comme si c'était juste quelque chose que je faisais, comme si c'était ma responsabilité au lieu d'un énorme cadeau, vous ne m'avez même jamais vraiment remercié, non, et quand tu as arrêté d'aider au lieu de nous demander pourquoi on s'est juste mis en colère comme si tu manquais à une obligation au lieu de finalement poser une limite.
Elle avait compris, elle avait réellement compris ce qui s'était passé, c'était inattendu. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Faillir perdre notre maison a changé beaucoup de choses, mais c'était surtout ta tante qui a dit quelque chose lors d'une réunion de famille. Elle a dit qu'on avait repoussé notre fils fiable parce qu'on était trop occupé à courir après notre fille instable. Ça a piqué, mais c'était vrai. Nous sommes restés assis en silence une minute. Je suis désolée, a-t-elle dit, vraiment désolée, pas parce que je veux quelque chose de toi mais parce qu'on vous a blessé toi et Chloé, vous méritiez tous les deux tellement mieux. Ouais, c'est vrai, je ne peux pas défaire le truc de Noël, je ne peux pas reprendre les années à vous prendre pour acquis, mais je veux essayer de faire mieux à l'avenir si vous nous laissez faire. J'y ai pensé, j'ai pensé à Chloé et comment elle ne m'avait jamais demandé de couper les ponts avec mes parents juste pour la défendre, j'ai pensé à comment elle avait suggéré qu'on contribue ce dernier millier d'euros même après tout ça. Voici le marché, ai-je dit, vous voulez une relation à l'avenir ? Super, mais c'est basé sur le respect réel, pas l'obligation, ça veut dire que Chloé est traitée comme une fille pas une invitée, ça veut dire plus aucune aide financière de notre part, vous êtes des adultes, gérez votre propre budget, et ça veut dire que si vous essayez encore de nous exclure pour un des petits amis d'Élodie, on a fini définitivement. Elle a hoché la tête, c'est juste, plus que juste honnêtement, et tu dois des excuses à Chloé, des vraies en personne, je sais, je l'appellerai cette semaine. Nous avons fini notre café et sommes partis chacun de notre côté, je n'étais pas sûre si c'était un vrai tournant ou juste une culpabilité temporaire mais le temps le dirait. Quand je suis rentrée j'ai raconté la conversation à Chloé, elle a écouté attentivement, tu la crois, a-t-elle demandé, je veux la croire mais les gens ne changent pas vraiment, ils deviennent juste meilleurs pour gérer leurs pires impulsions, alors qu'est-ce qu'on fait, on leur donne une chance, une seule chance, et s'ils foirent on part sans culpabilité, elle était d'accord. Maman a appelé Chloé 3 jours plus tard, elles ont parlé pendant plus d'une heure, Chloé ne m'a pas tout dit mais elle a dit que maman avait pleuré et s'était excusée et qu'elle le pensait, c'était suffisant. Décembre est revenu, la question de Noël a flotté dans l'air pendant des semaines, finalement au début du mois maman a appelé, on aimerait vous avoir tous les deux pour Noël cette année si vous êtes prêts à venir, pas de problème d'espace bizarre, pas de drame de petite amie, juste la famille, et Élodie. Ai-je demandé, Élodie sera là. Elle digère tout ça mais elle sait que vous venez toi et Chloé et elle est d'accord avec ça, et la chambre d'amis est à vous, on l'a déjà préparée. Chloé et moi en avons discuté, décidé d'y aller mais avec un plan de secours, réserver une chambre d'hôtel au cas où les choses deviendraient bizarres. Le jour de Noël est arrivé, nous avons conduit jusqu'à chez mes parents avec des cadeaux et peu d'attente, nous sommes entrés pour trouver papa et maman attendant à la porte. Bienvenue, a dit maman en serrant Chloé dans ses bras en premier, on est si content que vous soyez là, la maison était décorée normalement, pas d'hôtel à la mémoire de Maxime. Élodie était là mais effacée, elle nous a donné à tous les deux des accolades maladroites et a marmonné quelque chose sur le fait d'être désolée. Le dîner était bien, la conversation est restée légère, personne n'a mentionné la taxe foncière ou la vente aux enchères ou tout le gâchis de l'année précédente, juste des trucs de famille normaux, les histoires du magasin de bricolage de papa, les drames du club de lecture de maman, mes projets au travail. La chambre d'amis avait des draps frais, des serviettes et un petit panier de produits de toilette, le genre de touche qui montre que quelqu'un a réellement pensé à votre confort. Après le dîner nous faisions la vaisselle quand papa m'a pris à part, je sais que j'étais sur la défensive avant à propos de l'argent, à propos de tout ça, mais tu avais raison, on t'a pris pour acquis, utilisé comme un distributeur et traité comme une obligation au lieu de notre fils. Ouais, ta mère et moi on a ajusté notre budget, réduit les choses dont on n'avait pas besoin, on peut gérer la taxe foncière nous-mêmes maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de ça, bien, et Chloé est la bienvenue ici n'importe quand, je le pense vraiment, c'est notre belle-fille, on aurait dû la traiter comme ça depuis le début, j'apprécie que tu dises ça. Il m'a tapé sur l'épaule et est retourné à son café, pas un moment de réconciliation hollywoodien mais assez réel. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis avec Chloé, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, la colère, la trahison, l'hypothèque, la débrouille désespérée, tout ça parce que mes parents avaient oublié que la famille n'est pas une question d'obligation et de hiérarchie, c'est être là pour les gens qui sont là pour vous. Tu crois qu'ils ont appris leur leçon, a chuchoté Chloé, le temps le dira mais au moins ils essaient, c'est quelque chose, ouais c'est quelque chose. Nous sommes rentrés le lendemain matin, le trajet était calme mais confortable, pas de colère pas de rancune juste la paix. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman, merci de nous avoir donné une autre chance, on ne la gâchera pas, j'ai répondu, à bientôt.
Et c'était tout, pas de fin dramatique, pas de résolution parfaite, juste une famille qui s'est presque détruite pour des histoires de taxes foncières et de plans de table à Noël, puis a lentement retrouvé son chemin vers quelque chose ressemblant à du fonctionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires, merci.